Donc, je me présente, je suis Patricia Koller, déléguée générale de l'UFISC, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, qui donc vous propose ce webinaire ce matin. Euh, on va passer 1 heure et demie ensemble jusque midi et demi. Nous allons enregistrer cette visio pour pouvoir la reproposer sur le site de la campagne par la suite. Donc voilà, nous proposons pour celles et ceux qui souhaitent pas avoir leur visage à l'écran de plutôt fermer la vidéo, mais sinon on sera ravis d'avoir aussi quelques sourires et quelques visages avec qui on pourra échanger pendant cette heure et demie. Et puis donc, comme habituellement sur les webinaires et les visios, n'hésitez pas à intervenir à travers le chat qui est ouvert, à poser vos questions et nous essaierons au fur et à mesure du déroulé, évidemment, de pouvoir y répondre. Et on essaiera de se donner, donc après à peu près 45 minutes de présentation un peu des intentions de ce webinaire, un temps d'échange. Peut-être pour vous donner tout de suite un peu un aperçu du déroulé que nous vous proposons pour ce webinaire, donc La République en campagne pour les municipales de 2026. Vous verrez que vous retrouverez tous les éléments dont on va vous parler ce matin sur le site mobilisationculturelle.org. Nous allons donc vous faire une présentation à plusieurs voix. Je vais donc animer ce webinaire et permettre dans tout le déroulé un premier temps d'introduction qui nous sera fait par un des membres du bureau, Jérémy Anne, du bureau de l'UFIS, qui est donc également directeur de la FRACAMA, la Fédération Épaule des musiques actuelles en région Centre-Val de Loire. Nous aurons ensuite un temps plutôt d'éclairage et de repères sur le contexte apporté par Grégoire Pateau, qui est chargé des dynamiques territoriales au sein de l'équipe salariée de l'UFISC. Et puis, nous vous proposerons ensuite à deux voix avec David Chassagne, qui est également membre du bureau et du conseil d'administration de l'UFISC et directeur de Colette, qui est le réseau des actrices et des acteurs du spectacle vivant à La Réunion, un temps de présentation des 7 engagements que nous présentons, que nous lançons auprès des candidats et candidates aux municipales. Et puis, suite au temps d'échange que nous vous proposerons, Gaëlle Ferval, qui est chargée de communication à l'UFISC, et Marguerite Andrieux, qui est également chargée de la vie associative et de la communication pour la Fédération nationale des arts de la rue, auront le privilège de vous présenter le kit opérationnel. On va teaser ça tout au long du webinaire, mais vous l'aurez à la fin, le kit opérationnel avec tous les outils de la campagne et tous les éléments qui vous permettront de prendre en main justement ces engagements et de décliner et d'adapter des outils pour vos propres territoires. Voilà un petit peu la proposition qui est faite sur cette heure et demie à passer ensemble. Et peut-être je vais démarrer et introduire le webinaire en vous rappelant le cadre dans lequel nous proposons cette démarche, avec peut-être déjà quelques mots de présentation sur l'UFISC, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, qui est une fédération professionnelle sur le champ artistique et culturel qui a 25 ans maintenant et propose un espace collectif qui rassemble 16 organisations membres dans différents domaines artistiques, du spectacle vivant, de la musique, du théâtre, des arts de la rue, des marionnettes, des arts du récit, mais aussi des arts visuels et aussi des médias avec les radios associatives, et qui rassemble plus de 3000 structures sur les territoires aujourd'hui, initiatives citoyennes de création, d'action culturelle, de diffusion, d'accompagnement de pratiques. Voilà, dans une diversité, on va dire, de fonctions sur les territoires, ces initiatives citoyennes se rassemblant autour d'un certain nombre de valeurs que nous allons décliner d'ailleurs dans cette campagne, la diversité culturelle et les droits culturels, les principes de coopération et de solidarité, et également l'implication en tant qu'initiative dans la co-construction de l'intérêt général sur les territoires. L'UFISC est en cela un outil
pragmatique de travail entre ces organisations, prospectif, nous essayons, mais également coopératif, mutualisant des actions comme celle-ci dans la campagne, et puis également un acteur de la structuration professionnelle et surtout aujourd'hui de la co-construction des politiques publiques à la fois sur le champ culturel, mais aussi sur le champ de l'économie sociale et solidaire. Et c'est bien cette jonction que nous allons vous proposer dans cette campagne La République, de soutenir ce champ artistique et culturel non lucratif, d'initiatives citoyennes et d'économie sociale et solidaire. Pour cela, l'UFISC coordonne plusieurs espaces de travail autour des coopérations professionnelles et des espaces citoyens et de réflexion sur les politiques publiques. Et d'ailleurs, cette campagne La République, elle est ouverte largement au-delà du champ de l'UFISC, impulsée initialement par la Fédération nationale des arts de la rue, reprise maintenant il y a une dizaine d'années au sein de l'UFISC pour en faire un terrain de mobilisation élargie. Nous avons choisi de mettre cette campagne sur les municipales dans le cadre de la République pour vraiment poser l'enjeu de la culture comme un enjeu partagé, comme un enjeu pouvant rassembler l'ensemble des acteurs et des actrices, mais aussi des citoyens et citoyennes aujourd'hui. Et nous l'avons discuté avec le cadre de la MCAC, la mobilisation et coopération art et culture, qui rassemble depuis mars dernier autour des questions à la fois du contexte austéritaire et du contexte réactionnaire, plus de 80 organisations, réseaux, fédérations, syndicats d'employeurs pour essayer de réagir et de penser nos solidarités nécessaires pour faire face au phénomène d'attaque en fait sur le champ artistique et culturel, et donc le besoin aujourd'hui à la fois de réagir de manière défensive à ces difficultés, mais aussi de proposer un cadre de transformation sociale pour pouvoir progresser sur le projet de société qui nous semble à affirmer au regard des valeurs humanistes, des valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité euh, que nous menons évidemment au sein de l'Union. Alors, pour introduire ensemble ce webinaire et surtout cette campagne des municipales, il nous paraissait important de se redire comment faire culture de la diversité et culture de la solidarité ensemble sur les territoires, au plus près des personnes, parce que c'est à partir du local que l'on fait culture ensemble. Et peut-être pour introduire cette réflexion, pour introduire cette position, cette affirmation que nous avons collectivement. Je vais laisser la parole donc à Jérémy Anne, qui, comme je disais, est donc directeur de la FRACAMA et membre du bureau de l'UFISC, et qui va un peu poser cette intention qui nous anime autour de la campagne des municipales de 2026, et de voir comment la culture est au cœur aujourd'hui de cette fabrique des territoires et de ce commun que nous avons à construire ensemble. Jérémy, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup Patricia. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pourquoi notre démarche? Parce qu'on estime traverser dans cette période une crise qui dépasse largement les seules questions budgétaires ou institutionnelles. Pour nous, c'est également une crise du sens que nous vivons, une crise du lien et du récit commun. Les tensions sociales, les replis identitaires ou la montée des idéologies autoritaires ne surgissent pas par hasard. Elles ne sortent pas non plus du vide, mais plutôt d'un vide, celui laissé par la diminution et la raréfaction à bas bruit des espaces de rencontre et de dialogue. Ces espaces sont la condition même de la construction collective. Dans ce contexte, il nous semble essentiel de rappeler ce qu'est profondément la culture. On la réduit trop souvent à une somme de connaissances, à un ensemble de pratiques ou à des références que l'on posséderait. Mais nous adoptons une vision de la culture qui ne fonctionne pas
comme un stock que l'on accumule, que l'on pourrait perdre, une espèce d'empilement d'expériences, si vous voulez, qu'on mettrait ensuite en stase dans la mémoire. Non, non, la culture, c'est ce qui demeure, ce qui transforme durablement notre manière de regarder le monde. Et à ce moment-là, la culture devient plutôt une posture, une ouverture, et même une disponibilité à l'autre et à l'inattendu. La culture façonne ainsi notre capacité à écouter, à douter, à comprendre ce qui ne nous ressemble pas. Elle nous apprend à habiter le monde sans le réduire à ce qui nous est familier. Et en ce sens, la culture n'est pas seulement ce que l'on fait ou ce que l'on sait, elle est ce qui nous permet de faire ensemble. Alors, vous l'aurez compris, déjà à ce moment-là, que pour nous, la culture n'est ni un luxe, ni un supplément, ni un outil parmi d'autres, elle est un droit fondamental, un socle démocratique et un levier d'émancipation. Elle permet aux personnes de se reconnaître, de reconnaître l'autre, de construire des récits communs et de prendre part à la vie en société. Bref, de mettre en travail les droits culturels. Nous le disions, notre société vit une période de crise et les périodes de crise sont synonymes de transition. Et que ce soit pour un individu comme pour une communauté humaine, il n'y a pas de transition sans transformation culturelle. Parce que toute transformation commence par une vision du monde, qu'elle soit consciente ou non. Nos manières d'agir, de nos manières d'agir découlent nos manières de voir. Dans les manières de voir dominantes, nous observons une place de plus en plus importante donnée à la compétition, brandie même parfois comme le moteur de civilisation. L'humanité, pourtant, ne s'est pas construite dans la compétition, elle a grandi en s'associant. Les grandes découvertes humaines, scientifiques, artistiques, culturelles ne sont pas nées de la mise en concurrence. Ni la pénicilline, ni la compréhension de la structure de l'atome ou des lois de la thermodynamique, ni la Joconde, ni les fresques de Lascaux ne sont le fruit d'une logique de compétition. Et je vais presque citer Albert Jacquard qui disait déjà il y a plus de 30 ans, à chaque fois que l'on accepte la compétition, on accepte de mépriser quelqu'un. Et l'on se détruit soi-même. Être compétitif ne peut pas être le bon moteur, ni pour un État, ni pour une collectivité, ni pour un individu. Nous portons cette intime conviction que le véritable moteur de l'épanouissement humain réside dans le partage d'un sourire, d'une émotion, d'un moment de complicité, et surtout de nos différences autant que de ce que nous avons en commun. Pourtant, aujourd'hui, nos sociétés sont traversées par des formes de repli. Ces replis ne sont pas une anomalie morale, ils sont le symptôme d'un besoin fondamental, celui d'appartenance et de reconnaissance. Quand les espaces pour se rencontrer, débattre, créer, faire ensemble disparaissent, ce besoin ne disparaît pas. Il se déplace, il va se durcir et se refermer. Les appartenances se construisent alors sur la peur, l'opposition, l'exclusion, plutôt que sur la relation et le dialogue. Et le débat devient un affrontement. La culture joue pour nous ici un rôle absolument décisif. Elle est l'un des rares espaces, concrets ou symboliques, où ce besoin d'appartenance peut être transformé en lien, en récit commun, en expérience partagée, plutôt qu'en confrontation. C'est aussi pour cela que la culture est indissociable de l'habitabilité des territoires, de la désirabilité des territoires. Un territoire n'est pas seulement un espace administratif ou économique, c'est un lieu à habiter, à préserver et à désirer. La culture rend les territoires habitables. Elle crée des lieux de rencontre, de long terme ou éphémères. Elle nourrit le sentiment d'appartenance, sans exclure. Elle donne envie de rester, de s'installer et de s'impliquer. Alors, sans vie culturelle, un territoire peut fonctionner, mais il cesse d'être désirable. Il s'appauvrit symboliquement, socialement, et à la fin, c'est la démocratie qui en paye le prix fort. Les replis identitaires prospèrent toujours sur les déserts symboliques. Car la culture ne se décrète pas d'en haut, elle se construit à partir du local. C'est à partir des villes, des villages, des quartiers, des campagnes que l'on fait culture ensemble, à partir des pratiques des habitants et des habitantes, des initiatives associatives, des histoires et des réalités partagées. La responsabilité publique en matière culturelle a depuis longtemps été prise en main par les communes qui ont développé leur politique culturelle dans une logique d'attention et d'accompagnement du tissu culturel local, et on voit les intercommunalités s'engager elles aussi
en travaillant à apporter des réponses de plus en plus adaptées aux besoins des territoires. Pour nous, cette décentralisation effective, fondée sur des financements croisés, des cofinancements et des partenariats avec une grande diversité de structures culturelles, est une richesse à préserver et à renforcer. Elle permet de tenir compte des singularités territoriales, d'éviter les logiques descendantes et de soutenir des initiatives situées, de permettre ce que l'on nomme une ascendance territoriale, une prise à bras-le-corps des problèmes par les personnes qui les vivent et qui se rendent capables de trouver des solutions. C'est pourquoi la culture comme compétence partagée doit être pleinement conservée et consolidée dans un effort d'articulation entre le local, l'intercommunal et les autres niveaux de collectivité. Alexis de Tocqueville le disait déjà il y a 2 siècles, la démocratie ne tient pas seulement par des institutions ou des lois, mais par des pratiques quotidiennes d'association. Le grand danger des sociétés démocratiques est l'isolement des individus. Cet isolement ouvre la voie à la peur, au repli et à l'autoritarisme. L'association, vous l'aurez compris, est donc comme le cœur battant de la démocratie, en même temps que son école, une école du commun, où l'on apprend à faire avec d'autres et à reconnaître l'altérité. C'est exactement le rôle que jouent aujourd'hui les associations culturelles dans nos villes, les villages, les quartiers, les campagnes. Ces associations co-construisent les territoires au quotidien. Nonobstant de créer de l'emploi local non délocalisable, elles créent du lien social, des espaces de participation, de création et de débat. Les fragiliser par l'austérité, la mise en concurrence ou la marchandisation, ce n'est pas seulement affaiblir un secteur, c'est fragiliser la démocratie locale elle-même. Et c'est affaiblir la désirabilité de nos lieux de vie. Face à cela, il y a pour nous un choix politique clair à assumer: coopération plutôt que compétition, partenariat plutôt que prestation, et confiance et temps long plutôt qu'appel à projet permanent. Ce ne sont pas des options techniques, ce sont des choix de société, et il n'y a pas de fatalité. Merci. Merci beaucoup, Jérémy, de nous avoir proposé cette entrée en matière, cette introduction qui remet en avant justement les valeurs. Et je crois que voilà, les applaudissements que l'on voit apparaître à l'écran montrent bien qu'on a besoin aujourd'hui, comme tu le disais, sur cette conclusion, d'un vrai choix de société, et que on ne peut pas comment dire, on ne peut pas aujourd'hui reprendre des éléments techniques et ne pas en comprendre les sous-tendus politiques, et que on a besoin justement, et c'est tout l'intérêt et tout l'espoir que l'on met dans cette campagne, le besoin de tisser des relations avec les élus et les professionnels des collectivités en local aujourd'hui, pour justement penser ensemble ces questions politiques, penser ensemble ce commun sur les territoires et redonner sa place essentielle à la culture. D'autant que, comme le démontrent beaucoup d'études, et Grégoire va pouvoir nous donner un aperçu de cela, on a aujourd'hui plus de 300 000 associations artistiques et culturelles sur l'ensemble des territoires, que ce soit hexagonal ou dans les Outre-mer. Et ces initiatives sont véritablement la démonstration et le témoignage d'une aspiration des personnes à s'inscrire, à participer à la vie artistique et culturelle. On a fait un saut, je dirais, depuis 40 ans, sur une dynamique de diversité extrêmement importante, qui constitue un véritable phénomène qui n'est pas toujours pris en compte dans les politiques publiques de manière aussi importante qu'il le devrait. Aujourd'hui, ces initiatives culturelles, vous les connaissez sur les territoires, vous en faites partie dans les participants et participantes de ce webinaire. Vous êtes en lien justement avec les collectivités locales. Ce sont aussi bien des équipes artistiques, des collectifs artistiques, des labels, des lieux alternatifs, des radios, des médias locaux, des écoles, des festivals. On connaît aujourd'hui une multiplicité de démarches sur ces territoires, et elles sont en effet ces espaces de vie sociale et ces espaces de vie culturelle qui sont indispensables
à nos libertés et à notre capacité de vivre ensemble. Pourtant, elles sont encore trop largement invisibilisées et prises en compte dans les politiques publiques. Et on va voir avec Grégoire qu'elles sont également fortement touchées et fragilisées dans le contexte et que les mobilisations et les engagements ou les implications des collectivités locales et au premier chef les communes et les intercommunalités sont décisives dans ce soutien à ce tissu associatif et d'économie sociale et solidaire locale. Donc peut-être Grégoire, je te laisse la parole. J'arrête mon partage pour que tu puisses nous présenter ton diaporama avec un certain nombre d'éclairages qui vont nous être donnés en termes même de chiffres que tu as pu recueillir et présenter. Et je profite de ce petit temps pour vous rappeler de ne pas hésiter évidemment à nous poser des questions sur aussi vos attentes sur ce webinaire dans le chat et évidemment toutes les remarques ou les commentaires que vous souhaitez que vous souhaitez faire suite aux prises de parole et aux interventions. Et Grégoire, je te laisse la main. Merci beaucoup, Patricia, pour cette introduction. Effectivement, en premier lieu, pour bien les soutenir, ces initiatives citoyennes, ces associations, il faut bien les connaître. Et on a un partenaire, un acteur phare depuis des années pour cela. C'est l'association Opal qui produit notamment parmi toutes ces ressources, régulièrement une enquête sur les associations culturelles employeuses et la dernière mouture, basée sur des données 2023, vient tout juste de sortir, ce qui nous permet de dresser un peu un portrait que je vais essayer de balayer très rapidement, mais vous pouvez bien sûr consulter la synthèse de l'enquête pour approfondir toutes ces données. Là, c'est vraiment donner deux, trois éléments clés. En premier lieu, comme le disait Patricia, en France aujourd'hui, c'est environ 350 000 associations culturelles, dont 45 000 sont des associations culturelles employeuses, c'est-à-dire qui ont employé au moins une fois dans l'année une personne. Il s'avère que les deux tiers de ces associations s'inscrivent dans le secteur du spectacle vivant. Et il y a quelque chose qui est à noter, qui est parfois pas forcément identifié, c'est que 80% des employeurs du secteur professionnel du spectacle vivant sont justement des associations assez anciennes, hein. En moyenne, elles ont 70% ou plus de 10 ans d'ancienneté. C'est intéressant aussi de noter que plus d'un tiers interviennent en milieu rural. Voilà, ils interviennent sur plusieurs territoires, mais c'est largement pas que représenté en milieu urbain, ce tissu associatif. Et je l'ai noté parce que ça fait un lien un petit peu avec cette question des municipales et de nos 36 000 communes. Une association sur cinq, tout de même, est implantée dans une commune de moins de 3 000 habitants et un tiers dans une commune de moins de 10 000 habitants. Hop, ces associations. Alors, l'enquête décrit les activités principales et les activités connexes. Il s'avère que la création reste quand même l'activité principale la plus représentée, plus de deux tiers, plus d'un tiers des associations. Nonobstant, on note de plus en plus une montée en puissance des activités d'éducation, éducation artistique et culturelle, médiation, etc., puisque les trois quarts des associations font état de cette activité comme activité principale ou partagée. Et ça, vraiment, on voit au fur et à mesure des enquêtes la montée en puissance de cette approche-là. Donc, la création reste quand même un objet extrêmement important, mais cette question d'éducation monte également grandement en puissance. Ce que nous montre l'enquête, c'est la grande capacité de partenariat et de coopération de ces associations entre acteurs culturels, entre associations culturelles, mais pas que, hein, puisqu'il y a beaucoup d'autres types de partenariats qui sont montés avec des acteurs du social, du scolaire, de l'éducation, etc.
Enfin, on en parle tout le temps. Il s'avère que c'est une pratique ancrée et concrète, puisque 9 associations sur 10 déclarent pratiquer des logiques de mutualisation de diverses formes. Enfin, dernière chose à noter dans l'évolution de la manière dont se structurent ces associations culturelles. Aujourd'hui, elles sont plus de 3/4 à être membres d'un ou plusieurs réseaux, fédérations, organisations professionnelles. C'était 2/3 en 2018 et beaucoup moins encore, je crois, la moitié sur la première enquête au début des années 2000. Quelques données sur l'emploi. À elles toutes, ces 45 000 associations, ça représente 265 000 salariés pour 130 000 équivalents de temps plein et auxquels s'ajoutent 50 000 travailleurs indépendants. Néanmoins, on peut noter encore un peu une forme de précarité dans l'emploi, puisque seuls 34% de ces emplois sont en CDI, 15% en CDD, une trentaine de pourcents sont des CDDU. À noter que l'emploi est très féminin, puisqu'on le voit, les emplois en CDI, en CDD sont à un peu plus de 2/3 occupés par des femmes. La tendance s'inverse pour ce qui est des CDDU, donc les contrats intermittents, technico-artistiques, puisque là, c'est un peu plus de la moitié d'hommes. J'ai noté quelques moyennes. En moyenne, ces associations, c'est 4 personnes en CDI, un peu moins de 2 personnes en CDD, etc. Pour approfondir ces données, je vous renverrai à l'étude, mais il y a quand même à noter, et ça c'est important en termes de valeur, que près des 2/3 des associations déclarent ne pas pratiquer d'écart de salaire à temps de travail équivalent. Un petit mot sur le modèle économique. Le budget moyen de 120 000 euros, il était de 170 000 en 2018. Attention, il faut pondérer ce propos, puisqu'il est aussi significatif, on va dire, d'une forme un peu de disparition des petites structures qu'on a pu observer à travers le panel identifié par Opal entre l'avant-Covid et l'après-Covid. Donc, il ne faut pas. Il y a une énorme. Il y a une, elles ont un poids économique, ces associations, mais les petites associations, pas mal de petites associations ont disparu au cours de ces dernières années. À noter que dans le cadre de ce modèle économique, les recettes d'activité constituent quand même la part la plus importante de recettes, hein, c'est 50%, pour seulement 1/3 de financement public. Petit élément pour marquer un petit peu le poids économique de ces associations, en budget cumulé, hein, c'est 10 milliards d'euros. Et ça grimpe depuis 2007. En lien avec cette question des municipales, la commune reste le premier financeur des associations culturelles, hein. 60% des associations sont soutenues par leur commune, quand c'est seulement 50% par la région, un peu moins de 50% par l'État. Sachant que le territoire de la commune reste aussi le territoire d'action privilégié de ces communes. Enfin, pour finir, l'enquête fait part, analyse les différentes difficultés qui sont un petit peu exprimées par ces associations culturelles, et il s'avère que les deux principales difficultés qui sont relevées, c'est pour 60% des associations des difficultés importantes à financer leur fonctionnement, et 50% des associations qui ont des difficultés liées à la baisse ou à l'émiettement de la part des financements publics dans leur budget. Je sors de l'enquête Opal pour dire que malheureusement, le contexte n'est pas rassurant par rapport à ces constats-là. On a un certain nombre d'outils qui nous ont permis, qui permettent d'analyser un petit peu le contexte d'austérité budgétaire de 2025 et à venir de 2026, beaucoup développé par l'Observatoire des politiques culturelles, à commencer par la carte-crise que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qui était un outil pour faire remonter les coûts budgétaires en 2025. Hein, on a quelques chiffres sur 713 contributions sur cette carte-crise, dont plus de la moitié émanant du spectacle vivant. On constate un montant total de baisse déclaré à hauteur de 30 millions d'euros, hein, rien qu'en 2025.
C'est donc énorme. Ces coupes budgétaires proviennent fortement des régions, des départements. La moitié des répondants ont des coupes budgétaires des régions, des départements. Un tiers, un petit peu moins, ont des coupes qui émanent de l'État. Seulement 19% issus des communes. Ce qui a noté, c'est aussi l'effet domino, c'est-à-dire que la cartocrise, quand on analyse, montre aussi que la moitié des structures ont subi une coupe de la part de deux niveaux de collectivité, voire plus. Évidemment, ces coupes budgétaires ont des impacts forts sur l'activité en baisse, voire les risques de disparition ou de disparition effective, notamment au Pays de la Loire, on le sait, de structures, et évidemment un impact sur l'emploi, avec des licenciements ou des non-recrutements, une dégradation des conditions de travail, une fragilisation du modèle économique qui entraîne évidemment des conséquences concrètes sur l'action des associations sur les territoires et auprès des populations. À cela s'ajoute un contexte plus national, pas forcément glorieux. Le projet de loi de finances accusait déjà des baisses sur la culture en 2024-2025. C'est encore le cas pour ce qui est annoncé en 2026. Le budget du fonds PEPS, qui est un des outils phares sur l'aide à l'emploi pour les associations, divisé par deux, des baisses actées sur les programmes création et démocratie culturelle du ministère. On a déjà des remontées de terrain qui nous font part d'inquiétudes, d'arbitrage qui risquent d'être douloureux. Et de la disparition de dispositifs comme par exemple autour de l'été culturel ou autres qui seraient vraiment des arbitrages et ces disparitions au détriment des structures les plus fragiles, donc majoritairement au détriment de ce champ artistique citoyen. Enfin, le baromètre des budgets des collectivités proposé par l'Observatoire des politiques culturelles fait état également de chiffres inquiétants. 42% des collectivités ont diminué leurs subventions entre 24 et 25. 68% des départements, alors que c'était seulement 21% d'entre eux en 2024. 58% des régions, alors que c'était seulement 8% d'entre elles en 2024. On est vraiment sur une année, un peu une annus horribilis en 2025, et on a peur que ça continue. Mais, soyons un petit peu positifs, concernant les communes, justement, d'où l'enjeu de ces élections municipales, qui sont les principales, rappelons-le, financeuses des associations culturelles, une majorité des communes déclarent maintenir à un même niveau les subventions qui leur sont dédiées. Seulement 17% des communes annoncent des baisses de subventions. Quelques signaux positifs à aller piocher du côté de l'étude de l'Association des maires de France, intitulée L'engagement des communes et leur intercommunalité pour la culture, ou encore autour des 100 propositions dans le cadre de la contribution de l'Association des maires ruraux de France pour le printemps de la ruralité. Je vous renvoie à la lecture de ces deux documents qui démontrent quand même et qui confirment le rôle et l'engagement des communes et des intercommunalités pour la culture. C'est pourquoi il faut absolument leur permettre de maintenir cet engagement, voire le renforcer, et nos propositions essayent d'aller en ce sens. Merci beaucoup Grégoire pour cette analyse et ces repères que tu nous donnes sur le paysage des structures artistiques et culturelles de l'économie sociale et solidaire, toutes ces initiatives ancrées sur les territoires. On voit à quel point elles font force citoyenne sur les territoires, leur nombre qui est souvent peu connu et leur capacité d'investissement, de travail au quotidien en proximité des personnes, impliquant les personnes pour faire valoir des démarches artistiques et culturelles nombreuses, diverses, en coopération, comme tu l'as souligné, très souvent avec beaucoup d'autres secteurs d'activité, le social, l'éducatif, et évidemment en lien premier avec les collectivités territoriales, au travers desquelles il y a non seulement des financements partagés, mais aussi du dialogue, mais aussi des capacités de travail en commun. Et aujourd'hui, dans ce contexte austéritaire, et on y reviendra également réactionnaire, on a un besoin extrêmement fort de pouvoir mobiliser auprès de nous les communes et les intercommunalités, tous ces élus locaux qui viennent en fait en soutien premier de ces forces artistiques et culturelles. Parce que c'est un enjeu sociétal, parce qu'il y a besoin de défendre aujourd'hui cette diversité artistique et culturelle, parce que ces initiatives
font aussi la participation citoyenne sur les territoires. Et enfin, parce que nous avons aussi un besoin de défendre l'économie locale, le développement local et l'emploi, qui est souvent non délocalisable hein, sur notre champ artistique et culturel, également sur les territoires. D'où le fait, en effet, que nous avons souhaité lancer cette campagne à travers une plateforme qui appelle à défendre une culture de la diversité et de la solidarité sur les territoires, une plateforme qui appelle à les candidats et candidates à proposer, pardon, excusez-moi, je me suis trompée de partage, à proposer des, euh, des engagements aujourd'hui pour permettre de garantir la participation de toutes et de tous sur la vie culturelle. Et donc, dans la plateforme La République que nous lançons collectivement, nous avons mis en avant cet engagement que je vais laisser donc David, qui est également membre du bureau de l'UFISC et directeur de Colette, le réseau Spectacle Vivant à La Réunion, nous présenter rapidement et puis rentrer également ensuite dans la précision de ces engagements pour défendre justement ces initiatives culturelles et artistiques sur les territoires. Est-ce que David, je peux te donner la Tu main peux, pour la tu peux. suite? Bonjour à toutes, bonjour à tous et toutes. Euh, on vous envoie quelques degrés de température de la Réunion si vous voulez, si vous en avez besoin, parce qu'on en a plein. Donc voilà, profitez-en. Euh, oui, donc l'idée c'est, là les élections qui arrivent, c'est 35 000 communes à peu près en France et 10 000 intercommunalités. Donc on voit bien qu'on est au premier degré des territoires, au premier degré de proximité des territoires. Euh, donc je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, il y a pléthore de candidats pour aller au municipal, ce qui est même très surprenant, tellement c'est compliqué de gérer une mairie, mais ça crée des appétits. Donc c'est tous ces gens à qui on entend proposer ces engagements-là, c'est cet engagement. Très rapidement, je les décline très rapidement. Engagement 1, aucune baisse de financement pour les associations, renforcement des moyens pour tout ce qui peut soutenir la diversité des initiatives, que ce soit la diversité des propos ou la diversité des modes opératoires, des gouvernances, enfin la diversité générale. Euh, Point 2, favoriser tout ce qui peut faire qu'on entretient des relations de partenariat et d'association entre associations et communes, entre associations et intercommunalités. Voilà, dans un cadre de confiance et avec un outil que vous connaissez bien et que vous désirez tous, qui est la convention pluriannuelle plutôt que le financement, que la quête de financement annuel. Voilà. Troisième point, garantir les libertés artistiques et associatives. Ça, c'est un engagement fort. Quatrième engagement, soutenir et accompagner l'emploi et le développement local par la culture. Cinquième point, développer à l'échelle des communes et interco, tout ce qui peut faire coopération entre actifs et acteurs de la culture, mais aussi des autres secteurs, c'est-à-dire de la culture avec les autres secteurs socio-économiques. Organiser la participation citoyenne, point 6. Et puis, point 7, mettre en œuvre des politiques de transition en faveur du respect du vivant, des droits humains, euh, dont évidemment les droits culturels. Euh, je vais rentrer dans le détail du point 1. euh, Renforcer les moyens pour des politiques de soutien à la diversité des initiatives artistiques et culturelles citoyennes. Le principe, c'est de dire à nos candidats, de rappeler aux candidats des municipales et aux futurs maires ou aux futurs opposants que sur les territoires, il y a plein d'initiatives citoyennes, des arts, de la culture qui sont souvent invisibilisées. Bah, c'est vous qui êtes face à cet écran ou ou c'est des membres de vos réseaux, c'est des équipes artistiques, c'est des compagnies, c'est des labels, c'est des collectifs d'artistes, c'est des lieux, des tiers-lieux, des lieux alternatifs, des salles de diffusion, des radios, des médias locaux. Voilà, c'est toutes ces initiatives qui sont évidemment indispensables et à nos libertés d'expression et au déploiement de tous nos imaginaires et donc à la mise en lien d'un peu tout le monde. Euh, et comme elles n'ont pas un but lucratif, elles sont souvent sous les radars des politiques publiques qui sont souvent plutôt axées vers soit les opérateurs de l'État, soit les opérateurs purement économiques
et donc très souvent industriels. Et donc, ce premier engagement, c'est de dire, n'oubliez pas ces gens sur le terrain enfin, ces structures sur le terrain, et au contraire, aidons-les, parce que c'est une dynamique indispensable à ce que décrivait Jérémy tout à l'heure, c'est-à-dire rendre habitables les territoires. Donc, les leviers d'action, aucune baisse de financement pour les associations, valoriser et soutenir la diversité des esthétiques, des expressions, mais aussi des pratiques, renforcer les moyens alloués aux actions de proximité, reconnaître et soutenir le tissu associatif solidaire qui implique les citoyens, et assurer la participation de tous à la vie culturelle, tous et toutes à la vie culturelle, et donc mettre en travail les droits culturels. Euh, Ça peut nous paraître à nous des évidences, souvent, mais c'est des choses qu'il est toujours bon de rappeler aux institutions politiques, euh, parce que ça ne va pas de soi, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le point 2, je vais très vite, et ensuite on aura un temps d'échange, et puis Greg va reprendre de toute façon la parole parce qu'il a quelques précisions à apporter. Le point 2, c'est engageons-nous ensemble, si vous le voulez, messieurs les candidats, messieurs, dames les candidats et les futurs maires, futurs élus, à faire en sorte de favoriser tout ce qui peut mettre en lien, nouer des partenariats entre les associations et vos institutions, communes et intercommunalités. Parce qu'en face de nous, on a des logiques de concentration et de marchandisation et de concurrence qui sont très très fortes. Et donc, les relations entre associations et niveau territorial, communal et intercommunal, c'est essentiel. Euh, et ces relations ne peuvent être fondées que sur la reconnaissance mutuelle et l'intérêt général. Je dirais même sur la reconnaissance d'un intérêt général, parce que je pense que c'est même, certains seraient capables de nous dire à quoi ça sert l'intérêt général. Donc c'est un cadre de confiance qui permet non seulement des dynamiques de terrain, mais de préserver l'indépendance des initiatives et de s'inscrire dans le temps long. Et donc, le levier d'action dont je parlais tout à l'heure, c'est d'encourager la subvention plutôt que les marchés publics, les fameux appels à projets dont vous connaissez la nature et qui nous mettent en concurrence au bout d'un moment les uns avec les autres. Donc plutôt encourager la subvention que les marchés publics, renforcer les subventions pluriannuelles plutôt que les financements ponctuels à l'année, plutôt que les appels à projets, mettre en place des cadres clairs et co-construits avec les acteurs concernés, notamment par le biais de chartes d'engagement réciproque, et privilégier le processus au résultat, c'est-à-dire le qualitatif souvent au quantitatif, ou la dynamique, privilégier la dynamique par rapport à la photographie à l'instant T, ce qui suppose évidemment de prendre du temps nécessaire au sens et à la relation. Et puis, dernier point, c'est reconnaître et encourager les démarches singulières et hybrides, c'est-à-dire favoriser l'expérimentation, autorisez-nous à inventer, et voir, ben, parfois ça peut échouer, mais aidez-nous à échouer pour réussir au bout d'un moment, mais aidez-nous à inventer, expérimentons. Voilà. Troisième point, essentiel, euh, garantir et défendre les libertés artistiques et associatives. Là, c'est un point crucial. Je pense qu'aucun d'entre nous pouvait s'imaginer il y a 10 ou 15 ans qu'on se retrouverait face à des menaces et même des passages à l'acte aussi forts qui répriment les libertés artistiques et associatives. Donc, pression politique, pression idéologique. Clairement, bah, ça se traduit par des atteintes sur les indépendants, sur la création des compagnies qui s'autocensurent, la programmation, des programmations qui sont obligées d'être annulées parce que sous la pression de pressions diverses et variées. Donc, les leviers d'action, c'est reconnaître pleinement le rôle citoyen des associations, leur capacité d'initiative, d'analyse critique et de contribution au débat public. Ça rejoint un peu le point 1 qui est nous sommes sur les territoires, nous devons être visibles et vous pouvez vous entretenir avec nous pour co-construire des choses. Et puis, deuxième point, résister aux pressions externes et garantir la non-ingérence dans la création et la programmation culturelle. On voit bien qu'il y a des tas de, il y a un texte, notamment la Charte d'engagement républicain, qui est déjà en soi un texte dont on sent bien que ces interprétations peuvent porter à conséquence. Euh, et on sent bien qu'à tous les échelons territoriaux et micro-territoriaux, les pressions externes peuvent être multiples. Et donc,
il faut trouver des moyens de garantir la non-ingérence de ces puissances-là pour préserver la diversité et donc les libertés artistiques et associatives. Voilà, sur ces trois points-là, Grégoire avait quelques lumières supplémentaires à apporter. Je ne sais pas si les miennes étaient très lumineuses, mais tant pis. Elles On étaient, pourrait y revenir. Voilà. elles étaient brillantes. Oui, je voulais vraiment en deux mots rajouter des éléments. Déjà par rapport à cette question autour de la marchandisation des associations, très incarnée par le phénomène de démultiplication des appels à projets au détriment des logiques de subvention. Il y a une entité émanation du collectif des associations citoyennes qui s'appelle l'Observatoire de la marchandisation des associations, hein, qui a produit déjà 2 rapports. Et je trouve qu'il y a un chiffre qui est très éclairant sur cette logique-là. Il faut savoir que dans le secteur associatif, dans son ensemble, en 2005, donc il y a une vingtaine d'années, la part des subventions dans le budget était de 34%. Aujourd'hui, il est de 20%. Et on observe à l'inverse que la part de la commande publique dans le budget des associations était de 17% en 2005. Il est aujourd'hui à près de 30%. Donc, c'est pas seulement une vue de l'esprit et une impression, hein. Il y a vraiment une inversion qui est en train de se produire, qui est pour moi un peu l'élément marquant de cette question des marchandisations. Petit mot sur les cas d'entrave aux libertés associatives et aux libertés de création. Pareil, hein, c'est documenté et vraiment, j'invite tout le monde à prendre connaissance des travaux qui sont portés par 2 observatoires, l'Observatoire des libertés associatives et l'Observatoire de la liberté de création, qui sont 2 outils pour répondre à ces enjeux et outiller les associations. Voilà. Avec, comme le disait David, pas seulement les logiques avérées d'entrave, mais également des problématiques de fond qui sont la multiplication de l'injonction un peu à la neutralité, notamment politique, qui commence à être étudiée par l'Observatoire des libertés associatives, et les risques renforcés d'autocensure. Et ça, pareil, c'est chiffré par une récente étude de l'Observatoire des libertés associatives qui révèle que dans cette enquête, que 41% des associations citoyennes se sont déjà autocensurées pour éviter des conflits avec les pouvoirs publics. Donc pareil, ça c'est quelque chose qui commence à s'ancrer au sein des acteurs. Donc il faut absolument s'outiller pour combattre face à ces entraves, et c'est pour ça, et je l'annonce ici, on communiquera très largement dessus, mais je l'annonce ici, on envisage avec ces différents partenaires, les observatoires, l'OPC, ainsi que même Juliette Mante, haute fonctionnaire sur la liberté de création du ministère, on a acté le lancement d'une grande enquête en mars sur ces questions d'atteinte aux libertés des associations culturelles pour mieux caractériser les phénomènes croisés d'austérité budgétaire et d'entrave aux libertés associatives, aux libertés de création, de programmation, de diffusion. Donc bientôt des nouvelles sur cette démarche d'enquête. Merci Grégoire pour ces précisions. Et comme tu le soulignes, et c'est pour ça qu'on a ce besoin de l'enquêter, de l'approfondir de manière plus forte, on a vraiment une articulation en fait qui se fait entre les phénomènes de marchandisation et les phénomènes de répression des libertés associatives, et c'est vraiment une articulation en fait des mécanismes d'attaque ou d'affaiblissement que l'on peut lire aujourd'hui, et cela en partie parce que justement ce champ de l'économie sociale et solidaire, ce champ d'une économie non lucrative, d'utilité sociale, elle est encore trop invisibilisée, trop peu reconnue dans la réalité de ces pratiques, dans la réalité de ces modes de faire, dans la réalité de son hybridation économique plurielle.
Et c'est un peu ce à quoi on appelle sur ce 4e engagement qui serait de soutenir et accompagner l'emploi et le développement local du territoire par la culture et l'économie sociale et solidaire. Dans des territoires qui sont aujourd'hui parfois confrontés à de fortes inégalités sociales, inégalités territoriales, avec un essor justement de la financiarisation ou des formes de marchandisation, il est pour nous urgent de pouvoir considérer des voies plus solidaires, plus communes, plus durable, évidemment, si on s'inscrit dans la nécessité d'une transformation sociale et écologique. Et pour cela, on a un outil qui est celui de toutes ces initiatives, des millions d'initiatives aujourd'hui, des milliers dans le champ culturel, qui proposent justement des organisations de citoyens et de citoyennes pour répondre aux besoins sociaux, pour répondre à l'exercice des droits fondamentaux, pour répondre aux difficultés ou au contraire contribuer aux défis et également aux enjeux qui sont devant nous. Et ces formes-là, elles développent une économie plurielle, à la fois de réciprocité, une économie de redistribution publique et puis une économie de, qui sont parfois inscrits dans le champ marchand. Et pour cela, on a besoin que les communes en local puissent apporter un certain nombre de leviers de développement. Donc, on a mis en exergue notamment dans ces engagements qui peuvent être pris par les communes, puisqu'on sait le dialogue et l'appui assez fin qui est dessiné à un niveau communal ou intercommunal. C'est bien sûr tout ce qui est mis à disposition de ressources, les mises à disposition de lieux qui sont aujourd'hui indispensables pour que les structures puissent avoir des espaces où se retrouver, ou faire dynamique de travail, par exemple, pour le travail des structures et des collectifs artistiques. C'est donc un enjeu sur le foncier, c'est un enjeu sur l'ingénierie et la capacité d'accompagnement que peuvent avoir ces collectivités. Je pense par exemple au montage de projets européens. Donc, on a un besoin d'organiser aussi cette logique de coopération entre les communes et les associations. Mais ça peut être aussi soutenir cet écosystème solidaire par des investissements, des aides économiques. Je pense notamment, par exemple, aux logiques de foncières qui se développent aujourd'hui pour la question des lieux, puisque beaucoup de structures sont confrontées à des formes spéculatives ou de difficulté d'avoir des lieux. Et aujourd'hui, on a des foncières solidaires qui se développent dans lesquelles les communes peuvent être partie prenante au travers, par exemple, de SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, et de pouvoir investir, évidemment, auprès des structures artistiques et culturelles pour ce développement local. Mais c'est peut-être aussi, ça peut être aussi sur l'emploi, alors avec des appuis à l'emploi singuliers et spécifiques aux localités, ou alors dans des formes plus collectives comme celui du groupement d'intérêt public Café Culture, qui par exemple mobilise un ensemble de collectivités pour venir défendre et soutenir l'emploi artistique sur les territoires, notamment les territoires ruraux. Évidemment, comme vous l'avez compris, toute cette perspective de développement s'appuie sur ce principe de coopération auquel nous appelait Jérémy dans son introduction, un principe non pas de mise en concurrence des structures, mais bien de création de solidarité. Et Grégoire nous le présentait à travers l'étude qu'Opal a réalisée. Les acteurs et les actrices sur le terrain sont déjà partie prenante de multiples partenariats, de multiples coopérations, de multiples mutualisations opérationnelles, mais aussi d'échanges de ressources, d'échanges d'informations, d'échanges sur les stratégies aussi qui peuvent se faire sur les territoires. Et il nous semble que nous avons besoin de convaincre en effet nos partenaires publics, nos candidats, candidates à la mairie, aux mairies ou aux intercommunalités, que ce mécanisme de coopération, il est aujourd'hui indispensable à renforcer à travers des formes de solidarité et de péréquation, évidemment, pour garantir cette équité territoriale. On pense notamment aux intercommunalités en milieu rural, par exemple, au travers par exemple, de projets culturels de territoire qui peuvent s'inscrire à l'échelle de bassins de vie et organiser des formes de coopération
réel sur des territoires. On a des projets comme ça de collectifs de lieux intermédiaires et indépendants qui échangent à l'échelle des territoires, de collectifs artistiques ou d'animation de pays ou de PETR à un niveau territorial qui permettent justement ces nouvelles dynamiques culturelles. C'est évidemment soutenir les réseaux locaux d'acteurs et d'actrices qui sont de plus en plus nombreux à s'y inscrire. De la même manière, on voit à quel point les acteurs et les actrices s'auto-organisent en fait sur les territoires de manière souvent intersectorielle, d'ailleurs en dépassant leur champ disciplinaire et en essayant de réfléchir ensemble à comment garantir et favoriser leurs pratiques, et également à soutenir des coopérations plus intersectorielles, puisqu'on l'a dit, la culture, elle est au cœur d'actions ou de démarches qui viennent dans le champ du social, qui viennent dans le champ éducatif, qui viennent penser la question de la santé, aujourd'hui la question du grand âge, la question de la jeunesse, la question écologique évidemment, la question touristique, d'un tourisme solidaire et participatif sur les territoires. Et donc on a besoin d'entretenir aussi ces coopérations à travers un appui aux ingénieries qui sont développées, à travers un meilleur, par exemple, implication dans les financements européens, mais également dans des financements d'économie sociale et solidaire. Et c'est pour cela que la question des transversalités aussi dans les services des collectivités, et notamment des communes et des intercommunalités, nous paraît être à défendre auprès de ces candidats. Sixième perspective, engagement que nous proposons, celle de la participation citoyenne. Vous l'avez compris, nos initiatives sont des espaces publics de proximité qui permettent d'entretenir du débat public, qui permettent d'entretenir de la rencontre, qui permettent d'entretenir de l'expression, cette liberté d'expression si fondamentale aujourd'hui, mais une liberté d'expression qui se fait aussi dans un devoir de compréhension de l'altérité, de dialogue également avec les autres, et donc de remettre un peu au cœur de nos dynamiques la question démocratique. Chirac Tocqueville nous le disait Jérémy en introduction, parce que la démocratie locale aujourd'hui exige justement des processus qui impliquent les personnes, non pas dans des logiques trop ponctuelles ou consultatives, mais bien sûr des processus permanents, des processus pérennes qui impliquent dans le temps long les habitants, les habitantes de ces territoires. Pour cela, il faut faire confiance à toutes les démarches participatives, d'éducation populaire, de recherche-action qui sont proposées par toutes ces initiatives artistiques et culturelles. Donc, les soutenir pour ce qu'elles font en termes de travail sur l'émancipation des personnes et sur leur capacité à participer du débat citoyen et de l'organisation des modes de vie dans la cité. Mais c'est aussi, en tant que structure, en tant qu'initiative, penser des processus pérennes de concertation, de co-construction sur les territoires, sortir peut-être des logiques bilatérales et proposer aux candidats, candidates, à nos maires et à nos mairesses sur les territoires de structurer, de penser des processus collectifs, comme par exemple les schémas d'orientation des arts et de la culture ou les projets culturels des territoires qui permettent de mettre l'écosystème du territoire, du bassin de vie autour de la table, de faire du diagnostic partagé et de réfléchir ensemble à ce qui fait enjeu d'intérêt général et ainsi favoriser des dynamiques de coopération et des politiques publiques adaptées au territoire. Nous avons de la méthodologie, nous avons des expériences éprouvées là-dessus. Il nous faut maintenant réussir avec les collectivités à mettre ces espaces en place. Dernier élément, évidemment, la question des politiques de transition qu'on aborde déjà lorsqu'on parle de la question de la transformation économique ou de la transformation démocratique, mais sur lequel on peut aussi aller plus loin sur les transformations écologiques, numériques, sociales aujourd'hui, qui ont un caractère fondamentalement culturel. Jérémy le soulignait dans son introduction. On a besoin de la participation des personnes pour penser les mutations, pour penser et accepter les transformations à venir, pour qu'elles puissent s'approprier de nouveaux usages, de nouveaux enjeux. Et évidemment, l'imaginaire qui est proposé à travers toutes les démarches de création artistique, d'organisation des partages artistiques, nous permettent de penser ces enjeux fondamentaux autour des droits humains et culturels. Donc, il nous semble
en premier lieu qu'il faut justement favoriser cette mise en travail des droits culturels aujourd'hui sur les territoires, montrer comment la dimension culturelle organise véritablement nos modes de vie et que chacun doit pouvoir y prendre part, mais c'est aussi soutenir ces initiatives qui agissent pour les enjeux sociétaux aujourd'hui dans leur présence au sein des établissements de santé, dans les dynamiques qu'elles mettent en place avec la solidarité internationale, dans la lutte qu'elles font contre les discriminations, dans les enjeux écologiques qu'elles portent. Nous avons besoin d'avoir à nos côtés, en effet, les élus locaux pour venir nous soutenir sur toutes ces initiatives. On le disait tout à l'heure, c'était David qui le soulignait, cet engagement dans des politiques de transition fait que souvent nous proposons des initiatives hybrides qui ne rentrent pas tout à fait dans les cases et nous avons besoin d'avoir des élus et des professionnels de collectivités qui entendent cette hybridation, qui entendent parfois cette complexité et qui viennent nous soutenir sur la réalité des démarches. Et enfin, on voulait quand même le souligner, c'est la question de l'investissement, puisque au-delà de la question du fonctionnement, on a aussi un besoin de venir soutenir les structures et les démarches sur le bâti, sur la recherche, sur les questions de stratégie, sur les logiques de coopération renforcée pour mieux agir en local. Et là, on a aussi un levier, puisque les communes sont aussi ce levier d'investissement nécessaire dans ces démarches culturelles. Voilà un petit peu résumé un peu rapidement. C'est cet engagement que nous souhaitions vous proposer, mais peut-être avant de vous céder un petit peu la parole sur, ou en tout cas peut-être des questions ou des commentaires que vous auriez, nous voulions aussi souligner que cette campagne de la République aujourd'hui sur les municipales se réalise aussi en identifiant bien la menace qui monte des idées de repli, des idées de remise en cause des droits humains, des idées autoritaristes qui sont très souvent portées par des idéologies d'extrême droite et que nous sommes conscients aussi de la bataille culturelle qu'il nous faut mener sur les territoires pour renforcer les idées de fraternité, les idées de solidarité, les idées de rencontre de l'altérité contre ce projet de société néfaste. Et c'est pour cela que vous verrez également que dans la campagne que nous proposons, nous faisons le lien avec d'autres espaces de mobilisation interassociatifs, intersectoriels qui aujourd'hui organisent une veille, un décryptage des politiques publiques qui ont été menées par notamment les mairies d'extrême droite dans le précédent mandat, mais aussi, je dirais, les politiques nationales qui sont visées par l'extrême droite aujourd'hui. On l'a vu dans le champ culturel récemment, dans le débat sur le projet de loi de finances, si nous ne devions prendre que cela, la privatisation de l'audiovisuel public, la suspicion sur la diversité des radios associatives locales, tous ces médias locaux de participation qui ont été remis en cause par le député d'extrême droite, ou encore les amendements posés pour réduire drastiquement les fonds à la vie associative sur les territoires, nous montrent que ce projet d'extrême droite est un véritable, comment dire, un véritable danger pour toutes ces initiatives citoyennes, pour toutes ces initiatives démocratiques et pour notre champ artistique et culturel en particulier. Et donc, pour cela, vous verrez, vous retrouverez sur le site mobilisationculturelle.org les différents espaces qui permettent de pouvoir à la fois se renseigner et agir dans la perspective des municipales contre ces idées d'extrême droite. Notamment, donc je cite rapidement 3 références, mais il y en a bien d'autres. Le site et la coordination menée par Vox Public, qui est un site internet qui va vous permettre de retrouver plein de ressources et d'outillages sur la manière de se former, la manière d'argumenter autour des idées de lutte contre les idées d'extrême droite. Le
le travail et la démarche engagée par Street Press en tant que média engagé de longue date sur la veille et le décryptage de l'extrême droite. Nous avons aujourd'hui une cartographie qui est proposée par Street Press montrant les différentes communes qui pourraient passer ou en tout cas qui pourraient être investies par le RN pour identifier aussi les endroits de bataille peut-être plus précis et plus forts à mener en commun, non seulement de bataille, mais aussi d'identification des structures qu'il ne faudra pas laisser isolées dans cette bataille à mener, d'autant plus que, comme vous le savez, nous avons un enjeu sur les communes, mais aussi sur les intercommunalités, à partir du moment où on aurait ce parti d'extrême droite qui passerait sur un certain nombre de mandats locaux. Et troisième espace important de mobilisation qui rassemble aujourd'hui une quarantaine d'organisations, à la fois fédérations associatives, mais aussi organisations syndicales. C'est celui de 1001 territoires pour la fraternité, qui est pour le coup une volonté de montrer, de visibiliser le projet de société que nous avons autour justement de la fraternité et de la solidarité contre ce projet de société de l'extrême droite, le visibiliser sur une cartographie qui montrerait des milliers d'initiatives qui vont dans le sens des valeurs que nous défendons, de diversité, de droits humains, de solidarité, mais aussi une volonté à travers ces 1001 territoires de la fraternité de mettre en lien les structures, de mettre en lien et en coopération sur peut-être des actions collectives, les différentes structures du champ culturel, mais aussi de la solidarité internationale, mais aussi de l'agriculture, mais aussi de l'écologie, du social, etc., qui sont engagées dans cette dynamique. Voilà, donc 3 propositions. Au-delà des outils que évidemment l'UFISC et la mobilisation culturelle.org pourra vous proposer, qui sont plus propres à notre champ artistique et culturel. Voilà peut-être tous les éléments que nous souhaitions un petit peu vous partager dans la proposition un peu politique et d'engagement sur cette campagne des municipales, à la fois décryptage du contexte, mais aussi engagement. Et peut-être avant de vous présenter le kit opérationnel qui va permettre de conduire les actions et de solliciter les candidats et candidates sur les territoires, peut-être voilà, vous laisser un petit temps de réaction ou de questions qui pourraient être posées dans cet espace collectif. On a quelques minutes, donc n'hésitez pas, soit si vous voulez prendre la parole, soit si vous avez évidemment dans le chat des réflexions. Et je vois donc Jean-Baptiste du collectif des associations citoyennes qui lève la main. Je te laisse la parole, Jean-Baptiste. Oui, merci. C'est dans le prolongement direct de ce que tu viens de dire. Juste pointer 3 choses. La première, c'est, je crois que j'avais envoyé le lien, mais on fait un travail de recensement repérage de l'ensemble des initiatives associatives qui se croisent en fait et qui forment finalement l'armada de cette bataille culturelle dont tu parles. Et donc, on va continuer à le faire pour aussi voir la façon dont ça se rencontre. L'ensemble des propositions sectorielles, mais dont toutes participent à cette bataille culturelle. Voilà. À titre d'exemple, demain, la FLGT, dans le secteur sportif, fait un peu le même exercice que l'UFISC aujourd'hui, etc. Donc, c'est important de faire les liens et notamment de voir un peu les endroits où ça se relie. Je pense en particulier à la plateforme Mérimi, qui est voilà, aussi l'endroit où les militants de différents horizons vont pouvoir trouver de la ressource. Deuxième point, c'est pour peut-être donner rendez-vous le 10 avril. En fait, nous, on fait des journées trimestrielles. On organisera une journée qui sera en partie consacrée au poste municipal avec 2 ateliers. Le matin, il y aura en écho direct à ce que tu viens de dire, un atelier qui va s'appeler sûrement Mon maire est devenu RN, que faire? Parce que voilà, il va falloir travailler tout ça. Et puis le deuxième, l'après-midi, ça sera sûrement autour de l'enjeu de démocratisation de subventions et de l'expérience des commissions mixtes paritaires d'attribution de subventions, mais
pris dans des démarches de co-construction de l'action publique au niveau local. Le titre provisoire, c'est associations et collectivités publiques, collectivités locales. Quel outil pour un avenir radieux? Point d'interrogation. Et non, le dernier point, peut-être rapidement comme ça, mais c'est peut-être une invitation à réfléchir et à proposer quelque chose ensemble. Je me dis que par rapport à cet enjeu de la bataille culturelle, il y aurait peut-être quelque chose à faire pour voir dans les mois qui arrivent, comment est-ce qu'on peut peut-être organiser quelque chose pour se former mutuellement sur le nouveau contexte dans lequel cette bataille culturelle s'exprime. Et je pense en particulier à la façon dont nous sommes devenus des hommes et femmes numériques et la façon dont finalement notre environnement numérique n'est absolument pas neutre et favorise l'extrême droite et favorise en fait le fait que c'est les idées d'extrême droite qui gagnent cette bataille culturelle. Et je me dis que nous, on a eu une formation vraiment intéressante sur ce sujet-là et je me dis que ça serait peut-être vraiment intéressant aussi on travaille ensemble sur ça. Voilà. Euh, Position. J'ai dit. Merci beaucoup Jean-Baptiste et c'est précieux en effet que tu fasses le lien avec tous ces espaces interassociatifs dans lesquels on est également partie prenante. Et pareil, vous les retrouverez sur le site internet. Je vous renvoie aussi au site du collectif des associations citoyennes où il y a un gros travail qui est réalisé, ou à l'Observatoire des libertés associatives avec aussi un certain nombre de préconisations en effet qui sont faites pour ce travail avec les collectivités. Et peut-être en effet pour rebondir sur ce que tu disais Jean-Baptiste et rebondir aussi sur un des posts que j'ai vu sur le chat sur la question aussi des radios et des médias aujourd'hui. Je crois qu'on a non seulement l'espace numérique, mais un travail en effet à réaliser de manière beaucoup plus resserrée avec les espaces numériques alternatifs et associatifs et la manière dont on pense les réseaux sociaux aujourd'hui, mais aussi avec les médias indépendants pour voir comment consolider tous ces médias locaux et donner à voir, qui participent en fait à donner à voir, qui participent à faire à se donner ce récit positif et offensif que l'on a à faire sur la défense des droits humains et la transformation sociale auquel on aspire. Et c'est vrai que bah, voilà, c'est aussi aujourd'hui comment est-ce qu'on s'intègre dans des sociétés coopératives d'intérêt collectif de ces médias indépendants. Je pense à Politis qui s'est transformé en SIC dernièrement, ou encore à la COP Média qui a permis de s'inscrire collectivement dans une défense des médias indépendants. Mais ça peut être aussi plus territorialement, voir comment on organise en effet des partenariats et des logiques de réciprocité entre nos différentes structures. Yann, pour la Fracama. Ouais, merci Patricia et salut tout le monde. Et puis pour commencer déjà, j'avais envie de dire simplement merci parce que à titre perso, moi ça me fait du bien d'entendre tout ça, de savoir que nous existons collectivement et de savoir que chaque structure existe et est engagée dans ce que j'aurais tendance à considérer comme un combat nécessaire, un combat, on va dire, au sens de Bourdieu, hein, qui disait que la sociologie était un sport de combat. Je pense que la culture aussi, d'une certaine manière, pourrait et aurait peut-être intérêt à continuer ce travail. Et à l'endroit aussi peut-être un peu des potentielles perches tendues sur des choses qu'on pourrait peut-être faire ensemble et qu'on aurait peut-être intérêt à faire. Euh, et au risque de passer peut-être pour un relou tatillon ou que sais-je, mais la réflexion que je me faisais moi tout à l'heure, c'était quelque chose autour de la question de la sémantique. Je trouve qu'on n'a jamais été en tout cas moi j'ai jamais connu une période aussi orwellienne que celle qu'on connaît aujourd'hui. Et je me faisais la réflexion de temps en temps dans la présentation tout à l'heure, quoi, ou dans les présentations tout à l'heure, de l'effet un peu caillou de la chaussure que pouvait me faire l'utilisation de certains mots. Et à titre d'exemple, je prendrais rien qu'un terme qui, moi, en fait, me hérisse, on va dire, un petit peu à chaque fois que je l'utilise, et Dieu sait que je l'utilise souvent, c'est le terme de territoire. Il y en a plein d'autres, hein, mais j'avais envie de m'arrêter sur celui-ci parce que je trouve il recouvre un enjeu qui, moi, me semble assez capital à bosser. C'est sur, on le sait, hein, le terme de territoire, il est traversé par une polysémie assez dingue.
Mais dans nos métiers en particulier, je trouve qu'il est essentiellement, il recouvre essentiellement en fait la connotation politique. Parce qu'on sait qu'il a aussi une connotation géographique, mais dans sa connotation politique, que ce soit à l'échelle de nos petits territoires ou à l'échelle du territoire national, et puis là on commence à glisser sur même du coup ses connotations géopolitiques, c'est un terme qui désigne un espace dans les rapports de force qu'il entretient avec ces autres espaces qui eux aussi peuvent être désignés sous le terme de comment dire de territoire. Et en ce sens, de parler de territoire, c'est peut-être déjà, en tout cas c'est la question que je me pose et que j'ouvre, hein, peut-être abdiquer sur le fait qu'il est nécessaire de compétiter, entre guillemets. Si on le prend dans sa connotation géopolitique, hein, c'est clairement l'espace sur lequel l'État-nation exerce sa puissance dans ses interactions, et puissance même, on va dire, même au sens physique du terme, hein, mais c'est des rapports de force qui induisent nécessairement une compétition, en tout cas des dominations et des jeux de pouvoir. Et voilà, c'était à travers juste cet exemple-là qui me questionne, où je sais que souvent je remets en cause le terme de gouvernance, parce qu'on parle de la gouvernance de nos assos, et le terme de gouvernance, là aussi, dans son emploi, j'ai le sentiment que c'est, quand on l'utilise, abdiquer sur le fait qu'une asso est une entreprise, puisque voilà, le terme de gouvernance, historiquement, il vient du monde de l'entreprise et il dépolitise complètement les enjeux qui pourtant ont lieu hein, dans une asso, quoi. En fait, on pourrait parler de la politique d'une association, ce serait beaucoup plus juste et quelque part aussi dans le sens de rendre justice à l'action citoyenne que toutes les associations en réalité poursuivent, quel que soit leur objet. Tout ça pour dire que sur la question de perche tendue, je pose ça là comme ça, mais j'ai le sentiment qu'on aurait intérêt à aller plus avant sur la question de la sémantique, de la désintoxication de la langue de bois dont nous parlait l'ami Franck Lepage fut un temps. J'ai le sentiment que ça fait consensus, hein, que tout le monde a identifié le fait que certains mots, enfin, que notre langue a été colonisée par une idéologie. Mais là où j'ai moins l'impression que ça fait consensus, c'est sur l'enjeu qu'on y met. Et j'aurais tendance à peut-être la proposer comme ça, avec légèreté, on va dire, quoi, mais peut-être de se mettre en ordre de marche autour de la question de la langue, du langage, de la sémantique, et que ça pourrait irriguer l'ensemble de nos travaux hein, de plaidoyer dans la période qu'on traverse. Voilà. Merci Yann. Merci. Bah, c'est vrai que, comme tu le dis, cette question du langage et de la sémantique, elle est essentielle. Et c'est aussi pour ça que dans nos espaces d'initiative citoyenne, nous avons essayé de mettre, de faire des manifestes, de proposer aussi des manières de dire, des manières de repenser, en effet, la politisation de nos associations et de nos initiatives qui sont trop souvent renvoyées à simplement des prestataires de services, des prestataires d'activités ou des formes un peu inorganisées ou illisibles. Aujourd'hui, on a un besoin en effet de travailler ce récit et ça passe en effet par les mots. Alors, je vais laisser un tout petit temps à Charlotte. Je suis vraiment désolée parce que le temps file très vite et qu'il nous faut encore vous présenter le kit opérationnel par Gaëlle et Marguerite. Mais je pense qu'en effet, il y a un rebond. Hein. Je voyais dans le chat, en effet, la question sur la liberté d'expression aujourd'hui confisquée, enfin en tout cas repris aussi par tous ces espaces d'extrême droite ou réactionnaires et comment est-ce qu'on s'y confronte. Peut-être Charlotte, je te laisse exprimer un peu d'un mot ton commentaire. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. C'était juste que je me demandais, voilà, j'ai besoin d'un outil, et peut-être que ça concerne plein d'autres gens des associations culturelles, pour expliquer aux jeunes ce que c'est la liberté d'expression au sein d'une démocratie, parce elle a été complètement déroutée par Trump, mais aussi par plein d'élus d'extrême droite. Et c'est vrai qu'avec les réseaux, enfin voilà, moi je manque d'un argumentaire. Attends, je suis désolée, qui serait assez simple, parce que quand j'y réfléchis, c'est pas si compliqué à expliquer, mais
bon, enfin, vous avez compris l'idée. Je me demande si ça mérite pas une journée de rassemblement autour de ça ou créer un outil partagé. Enfin, voilà, je trouve qu'il manque quelque chose à ce endroit-là pour combattre la liberté d'expression. C'est quand même quelque chose de fondamental dans les démocraties et elle a été fortement abîmée. Voilà, c'est tout. Merci. Je Merci coupe. beaucoup. Ah, mais merci Charlotte, merci d'être dans la vraie vie aussi. Derrière notre écran, il y a la vraie vie. Non, mais tout à fait, je pense qu'on te rejoint complètement, hein. C'était aussi l'identification qu'on avait fait et ça rejoint ce que Yann disait sur la récupération aussi des mots, mais aussi plus largement des principes fondamentaux que l'on défend. On peut parler en effet des libertés d'expression qui sera un sujet sur lequel il nous faut travailler, pas travailler nécessairement seul et quelque part à travers la réflexion qu'on a sur la répression des libertés associatives ou des libertés artistiques et culturelles, comme le travail que l'on fait sur les droits culturels pour justement redonner comme droit fondamental la contribution et l'expression de toutes et de tous à comment dire, justement aux ressources culturelles, à ces expressions culturelles. Le travail a démarré et il nous faut aujourd'hui, on en est d'accord, consolider les argumentaires face à des récupérations qui se font sur les libertés, mais qui se font aussi, par exemple, sur la notion de solidarité ou sur la notion d'initiative citoyenne. Donc, nous avons besoin, en effet, de constituer aussi ces corpus et pourquoi pas y réfléchir ensemble. On entend bien la proposition et on verra comment s'en saisir. Peut-être que désormais, je vais passer le relais donc à Gaëlle pour la présentation du kit maintenant de notre campagne et des outils qui vous sont proposés pour la mener sur les territoires. Donc, Gaëlle, si Oui, je peux te laisser la main. Gaëlle absolument. Marguerite. Bonjour à toutes et à tous. Un petit tour d'horizon du kit de mobilisation qu'on vous propose. J'ai oublié de remettre sur cette slide l'adresse du site La République, qui est d'ailleurs le même que celui de mobilisation culturelle. Le même que la MCAC, la mobilisation et coopération art et culture, qui sont quand même deux entités, c'est peut-être bien de le rappeler, qui sont complètement complémentaires, avec la MCAC qui a un rôle vraiment de vigie, de veille, les organisations parties prenantes de cette dynamique, qui sont jusqu'à 80 organisations professionnelles, se réunissent très régulièrement pour partager des diagnostics et émettre des préconisations, rédiger des communiqués, etc. Donc ça, c'est très complémentaire avec évidemment La République, qui est plus une dynamique qu'on réactive au gré des campagnes électorales et au gré des besoins. Et donc ces deux dynamiques, vous en trouverez les ressources sur le site mobilisationculturelle-au-singulier.org. On vous renverra évidemment tout ça avec le diaporama et les éléments présentés par Greg dans un second temps. Alors, sur le kit de mobilisation, vous allez retrouver un livret assez léger de 4 pages. C'est celui à partir duquel, tout à l'heure, Patricia et David vous ont présenté les 7 engagements et vous les ont un petit peu détaillés. Donc, ce livret, il sert vraiment à proposer un cadre et des engagements clairs. Il est assez facile à manipuler. C'est vraiment un point de départ pour vous appuyer lors des rencontres publiques et des rendez-vous, et puis aussi pour en discuter autour de vous. Le deuxième document qui figure dans ce guide de campagne, qui figure dans ce kit, pardon, c'est le guide de campagne de La République. Là, on est sur un dépliant 3 pages, toujours assez léger, et qui s'adresse vraiment à tous et à toutes. Ça peut être aux actrices du champ de la culture, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, aux citoyens, citoyennes. Et vous y trouverez des argumentaires, des repères et des conseils pour préparer aussi là les rendez-vous politiques, les rencontres publiques avec les candidats, candidates. On y reviendra, mais ce guide de campagne est complètement modifiable. C'est Marguerite qui vous présentera cela, mais l'idée, c'était aussi d'offrir des outils mobilisables par tous et toutes et adaptables à vos réalités de terrain.
Un autre document que vous retrouverez sur le site, c'est un document qui liste des propositions de questions pour interpeller les candidats sur différentes thématiques. Ça peut être la reconnaissance et le soutien aux initiatives culturelles locales, les choix budgétaires en faveur des arts et de la culture, les cadres d'intervention publique, la mise en œuvre des droits culturels, la protection des libertés artistiques et associatives, les coopérations territoriales, etc. Là encore, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous l'approprier. Et ensuite, pour aller dans des actions peut-être un peu plus ludiques, on vous propose des cartes postales à télécharger et à imprimer. Là aussi, ces cartes postales, elles sont complètement modifiables. On le verra tout à l'heure. Et l'idée, là, c'est de faire signer, si vous le souhaitez, autour de vous, vos amis, vos connaissances, vos réseaux, vos publics, ces cartes postales qui servent à témoigner de votre engagement en faveur des initiatives culturelles et artistiques. Et ces cartes postales sont à renvoyer ou à déposer aux partis ou et aux candidates de vos territoires, candidats, candidates. Dans le même esprit, il y a une affiche et un discours La République qui est disponible sur le site. Et peut-être un mot avant de laisser la parole à Marguerite qui va vous présenter la façon dont ces éléments peuvent être appropriables de manière très facile. Peut-être juste un mot sur le site en lui-même et sur les éléments du kit pour vous dire qu'il y a encore du travail qui arrive. On voulait vous proposer en plus dans ce kit de mobilisation ou sur le site, je ne sais pas encore très bien quelle forme ça va prendre, une FAQ ou un glossaire pour éclairer et donner des repères sur les différents, sur notre vocable qui est des fois un petit peu difficile. Quand on parle d'initiatives culturelles citoyennes, souvent on ne sait pas très bien ce qu'on veut dire derrière. Donc charge à nous de simplifier un peu tout ça et de vous remettre également les quelques repères que Greg vous a partagés sur le nombre des associations culturelles, le nombre des associations culturelles employeuses, etc., pour qu'on soit bien d'accord tous et toutes sur de quoi on parle. L'idée, c'est aussi de faire des repères sur, par exemple, la diversité culturelle, sur les libertés associatives, ou encore sur la façon dont les engagements qu'on vous a présentés peuvent être effectivement mis en place parce qu'en fait il y a quand même des municipalités, des communes, des intercommunalités en ruralité comme en milieu urbain qui font des super trucs avec des chartes d'engagement réciproques, des conventions pluriannuelles qui peuvent parfois être sur 6 ans, des projets culturels de territoire et l'idée c'est de pouvoir donner corps et d'illustrer la façon dont les engagements dont on vous a parlé peuvent être pris en main. Et l'idée là, c'est évidemment de sensibiliser au maximum vos candidates et candidats et ensuite plus tard vos élus sur le fait qu'il y a plein de choses qui peuvent être mises en place et qui peuvent être rapidement opérationnelles. Peut-être juste aussi pour rebondir à titre plus personnel sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la sémantique et la charge politique des mots qu'on emploie, je me permets de rappeler que là, peut-être notre premier objectif sur ces municipales, c'est d'être compris et d'avoir un vocabulaire que tous et toutes on peut manier facilement. On va s'engager effectivement sur cette bataille de la sémantique. C'est un petit serpent de mer. Ça fait des années qu'on en parle. Il y a plein de choses qui ont déjà été faites dessus. Mais avant ça, essayer d'être d'avoir un discours le moins professionnel possible, d'être le plus clair possible et de pas s'écharper sur un mot plutôt qu'un autre. Voilà. Je pense que là, l'objectif, c'est vraiment notamment d'éviter que le RN ne remporte plus que les communes dont il a déjà la gouvernance et qui sont donc au nombre de 13 pour les communes de plus de 9000 habitants et puis plein d'autres communes, enfin quelques autres communes plus petites. Donc voilà sur ce kit de mobilisation. J'en profite juste aussi avant de laisser la parole à Marguerite pour vous dire que si vous avez des idées de questions ou de mots à éclairer qu'on pourrait faire figurer dans un deuxième temps sur la FAQ du site ou sur le glossaire, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat. On prendra tout ça en compte. Et peut-être aussi parce que j'ai oublié, dans le site, vous trouverez aussi sur l'onglet de la campagne des municipales 2026, une page ressources qui récapitule une partie. Alors c'est une page ressources qui va être mise à jour au fur et à mesure, mais il y a déjà pas mal
de dynamiques qui sont référencées, des dynamiques du champ culturel et artistique, mais aussi les dynamiques Mérimée dont tu parlais, JB, tout à l'heure, et puis 1001 territoires pour la fraternité, histoire de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et puis voilà. Et puis, si c'est clair pour tout le monde, je vais peut-être te laisser la parole, Marguerite, pour que tu puisses juste en 30 secondes enfin pas en 30 secondes, tu prends le temps que tu veux, mille excuses, nous dire comment tu peux, comment ces outils sont mobilisables par tous et toutes, et quelques idées aussi d'actions un peu ludiques pour visibiliser au maximum cette campagne. Alors, je vais effectivement être très rapide parce qu'on est déjà en retard. Donc, comme le disait Gaëlle, dans ce kit de mobilisation, il y a deux outils que vous pouvez adapter. Ce qui est bien pratique, en fait, c'est qu'en fonction de votre secteur et de votre territoire, vous allez pouvoir modifier les textes de ces deux supports, qui sont le guide de campagne et les cartes postales. Et ça, c'est faisable sur Canva, qui est un outil donc, gratuit et libre d'accès. Je suis même pas sûre qu'il y ait besoin de se créer un compte. Ces deux outils ont été transformés en modèles, ce qui fait que je veux bien que tu m'ouvres le lien Canva, Patricia, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas. Ce qui fait que si vous modifiez ces modèles-là, il y a uniquement vous qui allez voir les modifications. Vous pouvez les télécharger en PDF et pouvoir les envoyer à l'impression. Donc l'idée, c'est donc que vous puissiez adapter ces deux supports à vos réalités de terrain et les imprimer par vous-même. Ce sont des prix qui sont assez compétiteurs pour des cartes postales. Pour 80 euros, vous avez 1000 cartes. Pour les guides de campagne, qui sont des dépliants à 3 volets, vous avez 500 exemplaires pour 80 euros aussi. Donc ce sont autant d'occasions en fait de pouvoir avoir des supports papier à distribuer autour de vous, à vos publics et si vous êtes des têtes de réseau, à vos adhérentes et adhérents. Pour la petite histoire et un peu un aspect historique, c'est la Fédération nationale des arts de la rue qui a la première créé ces outils. Il me semble que c'était en 2008 pour des municipales. Et on a pu les réutiliser à donc, diverses échéances électorales, municipales, régionales, départementales. Et en 2016, pour protester contre les mesures sécuritaires et liberticides en lien avec l'état d'urgence. Donc on avait imprimé ces cartes postales qu'on avait fait envoyer à l'Élysée par les publics des arts de rue, ce qui nous avait permis d'être reçus à l'Élysée. Donc c'est autant de possibilités en fait de mobilisation que d'échéances électorales qu'on vous propose avec ces cartes postales. Également, il y avait cette affiche, donc La République qui est imprimable et que vous pouvez coller partout, vous faire prendre en photo avec, etc. On a par exemple l'exemple d'un adhérent de la Fédération nationale des arts de la rue qui, avec sa compagnie de cirque et de rue, s'est pris en photo avec tous ses publics et avec cette grosse affiche jaune La République que vous allez trouver dans le kit. Et qu'on a fait tout un album photo qu'il a envoyé à Rachida Dati avec des cartes postales, avec une écharpe d'élu La République pour protester contre les coupures budgétaires et avoir son petit impact à son échelle. Donc, c'est autant d'outils de mobilisation que vous pouvez proposer autour de vous, à vos adhérentes, adhérents, à vos publics si vous êtes des équipes artistiques. Et voilà, ce qui est bien, c'est que c'est adaptable en fonction de vos moyens financiers, de vos moyens de temps, de là où vous avez votre activité, que ce soit un lieu ou lors de représentations. Voilà, j'ai essayé d'être très concise. Je suis désolée si ça n'a pas été clair. Merci beaucoup. Et On a un petit problème avec les liens. On n'arrive pas à afficher le modèle et on n'arrive pas non plus à afficher, c'est un peu dommage, le petit album photo là que tu évoquais. oui, ça n'a pas partagé. Ça n'a pas J'ai fait fonctionné. partager. D'accord. Alors attendez, peut-être que je peux juste montrer. Est-ce que là vous avez à l'écran le petit album photo de la compagnie des Dalles de Clowns qui est apparu avec en effet La République, voilà, en foule, qui est réclamée. Est-ce que là vous voyez? Oui, là on voit. Et peut-être pour ajouter, l'idée est pas forcément. L'idée, c'est bien d'avoir des documents modifiables, adaptables à vos réalités de terrain, à des esthétiques en particulier. Par exemple, on pourrait imaginer tout à fait un petit guide de campagne sur la danse contemporaine, par exemple, sur la musique lyrique, que sais-je. Il peut y en avoir plein. Vous l'avez vu sur une slide. Ce guide de campagne, il a déjà été pris en main par les réseaux membres de l'UFISC avec la FAMDT qui a fait un petit guide de campagne, Trad en campagne, avec la Fédé Lima
l'anonymat qui s'en est emparé également, et puis nous, l'UFISC avec La République. Par contre, c'est vrai que ça serait super de laisser figurer ce petit slogan La République qui commence à être bien identifié, qui visuellement est assez percutant, et une bannière commune sous laquelle on peut défendre chacun ses réalités territoriales, c'est pas mal quand même. Voilà. Merci beaucoup Gaëlle et beaucoup Marguerite, à la fois pour le travail qui a été effectué, hein, parce qu'évidemment construire ces kits a demandé beaucoup d'heures de travail, et c'est vrai qu'on voit aussi l'intérêt de se nourrir entre organisations sur les différents kits, parce qu'on remercie encore vraiment chaleureusement la Fédération nationale des arts de la rue qui a mis à disposition tous ces outils, les a ouverts pour que tout le monde puisse s'en emparer. Ce sera le cas avec les outils de l'UFISC. Et puis, on a aussi identifié d'autres campagnes qui ont été mises en place. Je pense à celle du SMA, je pense à celle de Haute Fidélité, par exemple, dans le Nord, donc qui seront aussi identifiées sur le site Mobilisation culturelle. Donc, ça permet à chacun de pouvoir aussi, s'il y a un souhait de construire ses propres outils, de partir déjà, de se nourrir déjà de ce qui a été fait par d'autres. Et je laisse la main à David, et ensuite on s'acheminera là dans les 3 minutes qui viennent sur la conclusion afin de ne pas finir trop en retard. David. Non, c'était juste, mais tu viens de répondre à la question, c'est bien préciser où se trouve le kit. Euh, il se trouve sur le site mobilisationculturelle.org. Je pense qu'il faut le préciser en permanence parce qu'on risque tous d'être noyés dans des flots d'infos. Là, c'est mobilisationculturelle.org. Il y a les campagnes de la République et dedans, il y a le kit de mobilisation pour les municipales. Enfin, Gaël, peut-être est plus à même que moi de le préciser, mais que ce soit clair en fait. Voilà. Mais c'était tout à fait ça, et peut-être ajouter qu'on envoie aux participants, participantes et aux personnes inscrites qui n'ont pas pu être disponibles ce matin, non seulement le diaporama, mais aussi toutes les adresses Internet et puis les principales ressources qu'on a évoquées comme l'enquête d'Opal, etc. Alors, ce petit mail vous arrivera pas forcément là aujourd'hui, mais il arrivera au moins demain, d'ici la fin de la semaine, c'est sûr. Et si je peux me repermettre, Vas-y David. ouais, on n'a pas parlé des questions aux candidats. On en a parlé ou pas? Je me souviens pas. Ou est-ce qu'il faut pas faire un petit, un petit focus là-dessus, les propositions de questions? Alors, Gaëlle, en effet, a évoqué que dans le kit que je vous partage là à l'écran se trouve ce guide avec des propositions à poser aux candidats et aux candidates. Donc, vous le retrouvez comme un des outils clés que vous pouvez vous réapproprier comme vous le souhaitez. Vous voyez, des questions pour interpeller les candidats et candidates. Après, là, on va avoir du mal à le présenter maintenant parce qu'on on a déjà un petit peu débordé dans le temps, mais on reste évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, pour répondre à tous vos commentaires ou améliorations évidemment d'outils. Hein, Gaëlle le disait, s'il y a des besoins, n'hésitez pas à nous en faire part. Mais étant presque 12h40, je pense qu'on va rendre l'antenne, comme on dit. Vous remercier encore une fois d'avoir suivi cette heure et demie d'échange avec nous et de présentation de la campagne. Vous appeler à vous mobiliser parce que voilà, on a 2 mois d'ici mi-mars pour convaincre nos candidats, candidates, nos élus de monter au créneau et de défendre non seulement la culture, mais évidemment, vous l'avez compris, toutes ces initiatives citoyennes aujourd'hui qui maillent le territoire et qui proposent ce projet de société, ces valeurs de solidarité, de diversité, d'égalité, de liberté. On en a besoin et on sera à vos côtés pour vous aider à vous mobiliser s'il y a le besoin. N'hésitez pas aussi, évidemment, à prendre lien avec vos réseaux, qui sont des outils moteurs pour vous aider dans cette mobilisation. Et est-ce que l'on finit sur cette conclusion ou est-ce que David, Jérémy, vous vouliez un petit mot de fin? Non, juste à vous cognac G, quoi. Rendez-vous.
Voilà. Mais les jeunes ne savent pas ce que c'est Cognac G, mais on peut rendre l'antenne à Cognac G. Voilà. Merci encore à tous et à tous. Merci. Bon courage pour la suite. Bonne semaine. Et puis, on se retrouve bientôt sur les territoires et dans nos différents espaces de mobilisation. À très bientôt.